que mes parents ont venu acheter une maison là. En 1924. Hein. Mon papa était au chemin de fer, il était aiguilleur, mais mes parents sont jurassiens. Ma famille est du Jura. Mon papa était nommé ici dans les Vosges, alors il a acheté la maison de Monsieur Coutret. Voilà, nous étions 7 enfants. On faisait un grand jardin, on faisait les légumes, on avait 2 vaches, des cochons, des lapins, des poules, on avait tout ce qu'il fallait. Et on avait beaucoup de mal pour nourrir. Et puis, on était très heureux. On manquait de rien. Ben, c'est-à-dire que le quartier, nous étions, pour ainsi dire, tout seuls. Hein. Alors, comment dirais-je, pour aller à la messe, il fallait aller à la messe à Notre-Dame, avec Monseigneur Évrard. C'était pas rien non plus. Et puis, on a été un laps de temps à aller au catéchisme à Épidal, mais c'était tellement loin que Monseigneur Évrard, il s'est occupé le patron de l'usine de Lagos avait donné une grande salle au Solserre, là, dans la grande maison Chenal, ce qu'on appelait, et on allait au catéchisme là, avec l'abbé Catel. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Il n'y avait que le boulanger qui venait, mais les voitures étaient très très rares. Ça me fait rire parce que les routes, elles n'étaient pas goudronnées, c'était tout blanc. Vous savez? Eh oui, on était très heureux. Nous n'avions pas l'électricité, mais on avait des beaux abat-jours, des belles lampes à pétrole. À pétrole? Ah oui. L'électricité est arrivée en 40, après que les Allemands étaient là. Hein. Nous allions à la maternelle au Solserre, et puis après nous allions chez Madame Babel jusqu'à 7 ans. Et une fois 7 ans, il fallait aller à l'école rue de Nancy. On n'était plus autorisé à aller au Solserre. À 7 ans, il fallait aller à l'école rue de Nancy, à pied, 4 fois par jour. Et on ne manquait jamais. Et on n'était jamais en retard. La maîtresse disait toujours, ce sont les plus loin qui sont toujours les premiers. Et ce qu'il y avait, c'est que nous avions le Décoville, le petit train qui venait, donc, on y passait devant où on allait rue de Nancy, et on le guettait. Et quand c'était notre heure que nous venions pour aller manger, eh ben, les soldats étaient tellement gentils, on montait dedans, et puis ils nous amenaient, jusqu'ici. C'était très bien. Ouais. Quand nous sommes arrivés ici, le quartier était agricole. Par exemple, nous, les gosses, le matin, des fois quand il déjeunaient, regardaient, hein, de l'autre côté de la route, là, de la route de Chaussée, c'était les parcs. Hein, vous aviez vers le plus, où il y a le Val-Robaintan, c'était le parc Michel, où il y a le golfe, vers le golfe Baintan, c'était le parc Marollier. C'était toutes des terres. Vous aviez les cités rue du Couarail, et en bas de la falaise, je veux dire, pour le site de Lagos. Et par la suite, ça a énormément évolué. Hein, il y a eu des tas de constructions, il y a eu donc le lotissement, le Vallon. Au départ, il y a eu un quartier qu'ils ont appelé aussi le hameau du Solserre, et puis alors toutes les constructions, quoi. Pour nous qui venions d'un village, ça ne nous a pas changé, si vous aimez mieux. Hein, on a considéré ça comme un village, avec son évolution. On n'a jamais été gênés, nous, ici, si vous aimez mieux. Alors je venais de Saint-Dié, je suis arrivé le 13 juillet 1972, rue Cendrillon, pour être le premier directeur du foyer de jeunes travailleurs de la Voivre et du foyer de travailleurs migrants qui n'était encore pas terminé. Alors comme je venais du monde socio-éducatif, avant d'être directeur, j'étais éducateur dans un centre qu'on appelait à l'époque de semi-liberté. J'étais aussi éducateur dans des établissements handicapés mentaux, etc. Donc j'avais déjà une expérience et puis de vie communautaire, de pension, etc. Donc j'avais tout à fait, la perspective de donner le maximum pour aider des jeunes à sortir, à s'épanouir, à être autonomes,
trouver du boulot, enfin, etc. Et puis avoir une vie collective suffisamment intéressante et enrichissante pour qu'en fait le foyer ne soit pas un ghetto ni un lieu dans lequel ils sont juste une petite chambre pour vivre au quotidien, mais une ouverture. Et mon projet, c'était l'ouverture sur le quartier et sur la ville avec eux. J'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ma vie dans ce quartier où j'ai quand même vécu 22 ans, où je me suis investi, on peut dire corps et âme, au niveau de l'intégration avec les habitants, pour les habitants, etc. Et pour les jeunes en particulier dont j'avais la charge. Et puis j'ai été fondateur de l'association des habitants du Saulcerre. J'ai participé avec les animateurs et administrateurs de cette association à la création du premier comité d'intérêt de quartier de la ville d'Épinal. Donc ce sont des souvenirs assez importants. Et plus précisément, puisqu'on est dans le contexte du centre Léo Lagrange, il faut savoir que l'association des habitants du Saulcerre de l'époque, puisque au foyer de jeunes travailleurs, j'avais rassemblé un certain nombre d'activités qui existaient d'une façon plus ou moins difficile dans des locaux précaires, etc. J'avais intégré le club du 3e âge au foyer de jeunes travailleurs. J'avais créé des équipes d'animation avec les jeunes du foyer pour les enfants du quartier, etc. Donc en définitive, à un moment donné, le foyer de jeunes travailleurs devenait un petit peu la maison pour tous. Et à partir de cette idée, en fait, et avec la ville d'Épinal, notamment Pierre Blanc à l'époque, l'idée de la création de ce centre a germé. Et c'est comme ça qu'en consultation et en coopération, en discussion avec les habitants du Saulcerre, ce centre Léo Lagrange, qui au départ était le centre civique du Saulcerre, a été créé. Donc je me sens un petit peu quasiment chez moi quand je suis ici. D'ailleurs, j'y retourne puisque je fais office d'écrivain public pour une autre association. Moi, je suis arrivée au centre en décembre 80. Je m'en souviendrai toujours, c'était juste avant les fêtes de Noël. Et donc, il fallait préparer le centre pour la rentrée de janvier, la rentrée scolaire de janvier. Donc, avec mon mari, on a passé les fêtes de Noël à astiquer le carrelage. Ça, c'est un souvenir qui m'est resté parce qu'il y avait plein de taches de peinture partout. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée au centre en 80, décembre 80. Voilà. Et puis, on a fait la rentrée après, en janvier, avec le directeur, Philippe Antoine, premier directeur, et puis Alain, mon mari, et moi. On était 3 au départ. Voilà. Et donc, on nous a présenté le centre Léo Lagrange. On est venu visiter déjà au départ. Et quand j'ai visité, c'était que les murs. Il y avait juste les murs, c'est tout. Et on avait le choix entre l'école Rossignol ou le centre Léo Lagrange. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ici? Et voilà, c'est comme ça qu'on a atterri au centre Léo Lagrange. Voilà. Et je ne regrette pas du tout, parce que franchement, j'ai passé des années... j'avais 23 ans quand je suis arrivée. On a fait toute la rentrée avec Philippe Antoine, les activités, on a débuté les activités. Et longtemps, je ne sais plus à peu près à quelle année, à quelle période est arrivé Philippe Roussel, le premier animateur au centre. Je suis arrivé ici, le centre n'était encore pas terminé, puisqu'il y avait encore des travaux même, c'était donc fin 80, avant l'inauguration. Et j'ai commencé à mettre en place donc, le CLSH, toutes les différentes activités pour les enfants. Et puis de fil en aiguille, on m'a demandé de mettre en place d'autres activités pour les adultes. Et donc c'est comme ça que je suis devenu, avec une grande fierté, le premier animateur du centre Léo Lagrange, avec au départ un poste municipal et ensuite un poste associatif. Nous ici, à part les difficultés, je veux dire, à s'intégrer, en tout cas avec les autres associations qui existaient aussi depuis longtemps, mais comme on était indépendant, il n'y a pas de gros problèmes. C'est surtout qu'on peut tout faire, tout est imaginable. Alors que, effectivement, quand il y a un passé, un passif, des fois c'est dur de faire bouger les habitudes. Nous, je sais que très rapidement, effectivement, le CLSH, donc les activités du mercredi, on avait entre 50 et 70 enfants. Donc on avait beaucoup
d'enfants du quartier de la Belle au Bois dormant. Bon, il y avait des grosses familles, donc on avait toute la fratrie. Et puis il y en avait quelques-uns de la ZAC, et puis on en avait quelques enfants aussi de l'extérieur du quartier, je crois, qui étaient venus. Hein. Mais l'ambiance, on était avant tout militants, c'est-à-dire qu'on n'était pas... c'est vrai que c'était pas trop compter les heures, etc. Moi je sais que il y avait beaucoup de réunions parce qu'évidemment on était affiliés à la Fédération des œuvres laïques, à l'UFOLEP, aux ATP, etc. Et c'était quasiment tous les soirs de réunions. Et puis voilà quoi. Et on repartait le matin pour faire des choses. Donc c'est vrai que c'était il y avait une espèce d'ambiance de fête qui vient justement du fait qu'on est dans une nouvelle structure et qu'on monte un projet. On n'a pas un projet en fait comme un établissement qui existe depuis longtemps, où on fait un projet, voilà. Là, on construisait un projet ensemble. Donc c'était évidemment plus autant la fête que le travail. Tous les matins, quand Philippe Antoine arrivait, il arrivait en général après les animateurs, son rituel, c'était de prendre sa chope en verre et d'aller la remplir d'eau. Et après, on parlait pendant une demi-heure à peu près. Alors souvent, ça parlait un peu politique. Donc voici la chope de Philippe Antoine, le premier directeur du centre Léo Lagrange. Au départ, on était 3, donc on commençait les activités, centre aéré, je tapais tout le courrier. C'est moi qui tapais le courrier au départ, parce qu'avec mon mari, on était affectés par la mairie en tant qu'agent d'entretien. Mais bon, agent d'entretien, il y avait pas mal d'autres petites choses aussi à faire, donc qu'on faisait. Voilà. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Philippe Roussel qui a commencé les animations. Après Philippe Drouot, Hervé Drouot, toute l'équipe, quoi. Voilà. Je dois dire que c'est grâce à eux si je suis devenue moins timide, parce que j'étais quelqu'un de très très timide, très réservé. Et c'est les Roussel-Drouot qui m'ont dégourdi. Voilà. Donc je ne connaissais pas du tout le milieu, je ne connaissais pas le quartier. Donc ça a été vraiment une grande découverte en fait. Hein. Tout ce qui était animation, je me souviens, on restait quand même ouvert le soir, donc on faisait des grandes journées. Et puis on a commencé petit à petit à se mettre dans le bain, quoi, hein, en fait. Hein, parce que c'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout l'animation. Hein. J'ai commencé à faire les centres aérés, j'ai fait la garderie, j'allais chercher les enfants à l'école. Je me suis vraiment retrouvée dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, hein, faire de l'animation avec les enfants, aller à la piscine avec eux. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai dû accompagner les enfants à la piscine, mais le hic, c'est que je ne savais pas nager. Pour une Antillaise, où je vis dans un pays où il y a la mer, je ne savais pas nager. Donc j'ai appris à nager en même temps que les gamins. Et ça fait 30 ans que je fais l'activité piscine avec les gamins. Voilà. Quand nous sommes arrivés en 1955 ici, la paroisse existait déjà. Ici, le Saulcerre, si vous aimez mieux, dépendait au point de vue paroissial de l'église Notre-Dame, à Épinal. Et à ce moment-là, en 1945, les prisonniers de guerre ont offert une église en bois, en baraquement si on veut, hein, à Monseigneur Évrard. Hein. Et insensiblement, en 1947, il a eu un vicaire qui venait de Cher-Armer, l'abbé Saint-Eph, un genre de prêtre, vous voyez. Et à ce moment-là, Monseigneur Évrard lui a dit, tiens, toi, tu vas gérer le Saulcerre, comme c'est des ouvriers là-haut. Et c'est ce qui s'est passé. Et insensiblement, il a fait un travail formidable. Il a construit une autre chapelle après, hein, ce qu'on a appelé la deuxième chapelle, où il y a la salle paroissiale actuelle, n'est-ce pas, qui a été démolie après, ainsi de suite. Parce qu'on savait que la première chapelle en bois ne tiendrait pas la route très longtemps, des années et des années. Il y a eu la salle paroissiale et ils ont construit l'église actuelle. Et donc, à ce moment-là, je me permets de rappeler, il a eu le surnom de chiffonnier du bon Dieu, parce qu'il ramassait tout. Il allait même en Moselle,
d'où il était originaire, n'est-ce pas? Et là-bas, il avait des connaissances, tout. Il ramassait, il regroupait, et puis il allait rechercher avec des camionnettes. Et par la suite, il s'était acheté une camionnette. Et il revendait. Mais en même temps, il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a construit ces bâtiments. Mais il a aidé les familles nombreuses qui habitaient le quartier. Mais par exemple, les gosses, quand ils sortaient de l'école, il y avait la cheptelle ou lui-même, n'est-ce pas, il savait qu'il y avait des gosses que le soir, ils ne savaient pas s'ils mangeraient. Mais s'ils mangeraient, pardon. Et donc, à ce moment-là, il leur donnait à goûter. Il a vraiment fait un travail formidable. Et puis franchement, ce quartier, il n'y a jamais eu d'histoire. Elle a été fondée en 1948 par l'abbé Saint-F pour occuper les jeunes qui, par le fait de travailler beaucoup à Lagos. Les trois, enfin tous, pour ainsi dire, travaillaient à Lagos. Donc pour les occuper, il a monté cette batterie fanfare qui a, entre parenthèses, a fait le renom d'Épinal dans toute la France. Par exemple, ils ont eu des congrès nationaux à Bayonne, dans les Alpes, au Havre, Clermont-Ferrand, Dijon, Saint-Brieuc en Bretagne. Enfin, vous voyez, et ils avaient aussi la fédération, quoi, sur la Lorraine. Au départ, c'était les ouvriers. D'ailleurs, ça s'appelait la fanfare ouvrière. Et puis par la suite, ils allaient recruter, par exemple, à Dognouville, dans les écoles, ou à ceci et cela, dans les villages, des jeunes. Et dans la mesure où vous êtes 2 ans sans recruter, c'est foutu. C'est risque de... Par la suite, ils ont donc recruté pas mal d'étudiants. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les étudiants, ça les gênait, ouvrières, ça s'est transformé en batterie fanfare du Saussure. Et alors là, en 1987, on a Marcel Ferry, qui venait, entre parenthèses, des lois, s'est tué sur la route à Razimont. Là, c'était une énorme perte. Et quand vous avez un meneur, ou ce que j'appelle un cheval de devant, n'est-ce pas, comme l'association des habitants du quartier, tant que vous avez quelqu'un qui a la poigne ou qui sait mener les gens, ça va. Mais après, c'est difficile, qu'on le veuille ou non. Voilà. Alors l'évolution, tant qu'au niveau du quartier, au niveau du centre, alors ça a énormément évolué, parce qu'au début, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose, et puis quand je vois tout ce qu'il y a maintenant, au niveau des directions aussi, il y a eu Philippe Antoine, qui est resté des années, qui était vraiment quelqu'un de super, avec qui on s'entendait très très bien. Après, il y a eu Françoise Révérend, pas de souci non plus. Je dois dire que je me suis toujours très très bien entendue avec tous les directeurs. Gérard André, Gérard. Et puis maintenant Marion, avec qui je m'entends bien aussi, aucun souci. Et puis au niveau de l'évolution, c'est vrai que Philippe Roussel a mis pas mal de choses en route aussi. Il y a eu des spectacles, il y a eu plein de choses, beaucoup d'activités. On a eu le 3e âge. Au départ, le 3e âge, j'étais une centaine de personnes à fréquenter le centre tous les lundis. Et on faisait leur animation aussi quelquefois au mois de décembre, le samedi. Après, il y a eu toutes les activités en soirée qui ont commencé à démarrer, couture, cuir. Donc, on commençait à rester un petit peu plus tard le soir. Donc, ça aussi, c'était difficile parce que, en fait, j'avais mes 2 filles qui étaient petites. Donc, il a fallu pouvoir gérer tout ça, gérer aussi la vie de famille, gérer... Enfin, voilà, quoi. Et puis, l'évolution du quartier. Quand je suis arrivée, il y avait le centre Léo-Lagrange, les HLM sur le côté. Et puis la piscine, c'était un grand champ où les gamins, on allait le mercredi après-midi chercher des salamandres dans le champ. Tout le golf n'était pas construit non plus. Donc au niveau de l'évolution, ça a vraiment évolué à une vitesse et dans le bon sens parce que je trouve qu'on a un très très beau quartier. J'y suis très très attachée. Voilà, ainsi que le centre Léo-Lagrange aussi. Voilà. J'ai du mal à me dire qu'un jour je devrais partir, quoi. Ça
Ça sera dur. Grâce au Centre Lagrange, les vendredis soirs, les samedis après-midi et les mercredis après-midi, on est accueilli quelque part par des gens qui sont à notre écoute. Et avec eux, on peut parler, on peut discuter, on rigole. Il y a un centre qui nous accueille, qui nous fournit à manger. On n'est pas À manger, c'est plus bleu. bien. À manger, on est deux Jamais. Une compote Voilà, et des salades périmées. c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un quartier calme, mais moi je l'aime pas. Ici le centre il est bien, il nous aide. Il fait des trucs pour nous, mais le quartier je l'aime pas. Il n'y a pas d'ambiance. On veut faire l'ambiance comme nous on aimerait. Après c'est la police qui va s'en charger. On veut crier, on veut que tout le monde nous entende. Ce qu'on veut quoi. C'est pas y aller jouer au foot là-bas, après revenir. On veut tout faire. Il n'y a que des galériens ici, on galère. Voilà, on galère. En plus, ils ont enlevé Leader Price là-bas. Mais Donc, ça va, on peut plus manger. il y a le centre encore, il y a le centre pour squatter. Pour voler. Le vendredi soir, le foyer, comme ça on ne traîne pas dehors. Il y a les mercredis après-midi. Et Samedi, ouais, pareil, samedi samedi après-midi. Plus d'activités. Et plus de jeux à l'intérieur, dans le foyer. Genre un billard, Un billard, un babineux, Une télé avec une Wii, console. une console ouais, ou n'importe voilà, laquelle. n'importe laquelle. plus d'accès à la salle d'informatique. Normalement, il y en a 8. Super, le tapeur, ouais, Kiki, la zup, ouais, la zup, Zach, la galère,